Ce film d'un auteur tchèque est absolument fidèle à la grande esthétique nationale, celle du brave soldat Švejk de Jaroslav Hašek, dont les lecteurs savent que les savoureuses tirades de fidélité dynastique aux Habsbourg sont toujours entrelardées des pires impertinences, faussement involontaires. Il s'y ajoute une petite touche d'humour typiquement soviétique. C'est Mikhail Bulgakov qui, dans les années 20, avait imaginé la greffe d'un cœur de chien sur un corps d'homme pour se livrer à une satire impitoyable de la société communiste de son époque. Ces deux inspirations classiques se combinent heureusement pour nous fournir ici un récit désopilant des années de la Tchécoslovaquie communiste entre 1948 et 1989, vu par un chien d'arrêt des gardes-frontières. Au lieu d'avoir, comme chez La Fontaine, des animaux qui résonnent comme des hommes, on s'aperçoit ici que les morceaux de bravoure de la propagande stalinienne la plus bétonnée trouvent leur place la plus naturelle dans le cadre d'une pensée purement canine. Le chien est devenu le capital le plus précieux du régime, loin devant l'homme pourtant si cher à Staline. Au passage, à travers les actualités de l'époque, nous revivons d'abord les bleuettes staliniennes, en effet, puis la déstalinisation, le printemps de Prague, et toujours la garde impitoyable à la frontière, symbole de la séparation éternelle du bien et du mal. Un récit humoristique au service d'une pédagogie de l'oppression qui souvent sait trouver le ton juste, tout comme Hašek, à la fois persifleur et sous le sourire persistant, justement indigné. Moi, ancien membre des gardes-frontières tchécoslovaques, décoré de l'ordre de l'Étoile rouge, mis à la retraite, j'ai décidé de livrer mon témoignage sur l'histoire secrète de notre frontière. Je suis aujourd'hui un vieux chien, mais je ne regrette rien. Je suis fier d'être resté communiste. Comme mon père, comme mon grand-père, j'ai consacré ma vie à la défense du territoire, alors qu'aujourd'hui, ma descendance travaille, sans idéal et sans gloire dans le civil, à garder des supermarchés. Quant à notre frontière, on nous l'a démolie en quelques mois comme un souvenir honteux. Seuls quelques vestiges ont été sauvés, classés heureusement monuments historiques. Je veux donc que cette page de notre histoire soit consignée pour les générations futures, qu'elles sachent en quoi on crut, pourquoi on luttait, parfois sacrifié leur vie. Plusieurs générations de chiens et d'hommes. Je suis né au centre d'une Europe encore déchirée par la guerre, où les nations se disputaient de futures frontières comme des chiens enragés. Je savais à peine marcher que je devais déjà me battre, apprendre à mordre. C'est sans doute cela qui m'a valu d'être choisi pour un métier difficile mais glorieux. Il faut dire que mes origines de classe étaient irréprochables. Une signature, un tampon, je venais d'obtenir mon livret militaire. En route vers l'inconnu, je découvrais alors le pays qui était le mien. Il avait l'air beau et paisible. On était alors en plein été, et la campagne tout entière résonnait des mélodies joyeuses d'orchestres folkloriques. Avec le regard de l'enfance,
Tout me semblait merveilleux. Et je commençais à mesurer la chance d'être né dans un pays où tout le monde était jeune et beau. Quand ils ne dansaient pas, les jeunes gens marchaient en colonne serrée à travers les champs pour faire les moissons. La vue de toutes ces choses nouvelles, l'odeur du blé au soleil m'enivrait, me rendait heureux malgré mon départ du chenil. J'étais confiant dans l'avenir. D'autres groupes, portant des pelles, parcouraient les campagnes en chantant. Tous, ils avaient l'air fiers de leur travail. D'après ce que j'ai pu voir pendant mon voyage, ils aimaient avant tout courir en habits neufs avec des torches à travers tout le pays. Quand ils ne travaillaient pas, ils lâchaient des milliers de colombes blanches. Ils aimaient beaucoup les colombes blanches. Ils aimaient aussi les fêtes et les défilés dédiés à leur chef qu'ils vénéraient. Surtout un moustachu qu'ils appelaient le petit père des peuples. Je me suis alors rappelé qu'à ma naissance, mon père avait mordu le vétérinaire en l'entendant traiter Staline de dictateur rouge. Couche, couche! Le vétérinaire hurlait que la démocratie était menacée par les communistes et que c'était à cause de Yalta. En 1944, Winston Churchill et le président américain Roosevelt se sont bien fait avoir par le chef des soviets à la conférence où se jouait le sort de l'Europe après la guerre. Il n'aurait jamais dû traiter avec un bandit du Caucase comme avec un chef d'État. Vociférait le vétérinaire tellement fort que j'en suis tombé par terre. Mon père était foudrage. Il ne comprenait pas comment on pouvait parler ainsi de l'homme qui a fait déferler sur l'Europe une armée de 20 millions d'hommes pour la libérer du joug hitlérien. En chien bien dressé, il apprenait à sa progéniture que pour remercier Staline et son armée rouge, il fallait se mettre au pas du vainqueur. Tout le monde a eu droit à l'apprentissage d'un nouvel alphabet russe et d'une nouvelle idéologie soviétique. Mon père, comme les autres chiens militaires, n'appréciait pas les réfractaires qui ne se contentaient pas de lire seulement le journal du parti, mais qui écoutaient des radios étrangères pour raconter ensuite aux voisins ce qu'ils y avaient entendu. Comme ce fameux discours de Churchill à Fulton, aux États-Unis. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. And all are subject, in one form or another, not only to Soviet influence, but to a very high and in some cases increasing measure of control from Moscow. C'était bien la première fois que j'entendais parler d'un rideau de fer. C'est au camp d'entraînement que j'ai appris pourquoi j'avais été appelé si jeune sous les drapeaux. En 1948, la situation politique du pays était instable.
Comme nous les chiens, les humains étaient tirés tantôt à droite, tantôt à gauche. Mais tout le monde sentait que la laisse se faisait de plus en plus courte, le collier de plus en plus serré. En février 48, la situation s'est brusquement aggravée. Alors qu'à Prague, les communistes mettaient sur pied des groupes armés de milices populaires, les unités de garde-frontières ont été mobilisées pour gagner secrètement la capitale. Mon père Kazan a participé directement à ces événements historiques. Les maîtres chiens lui ont carrément expliqué la situation. Les ennemis du progrès mènent des actions subversives contre notre peuple. Ils veulent chasser les ministres communistes du gouvernement, restaurer l'ordre bourgeois. Mais le prolétariat, avec à sa tête le parti communiste, ne laissera pas les réactionnaires s'emparer du pouvoir. Ils veillent. Et nos unités de police et de garde-frontières aussi, au cas où la classe ouvrière aurait besoin d'un coup de main. Tout a été réglé sans un coup de feu. Il nous a suffi de montrer les dents. La toute première mesure du nouveau gouvernement communiste a été la fermeture des frontières. On nous a annoncé qu'on allait être attaqué par l'ennemi de classe. Là, j'avoue que nous, les chiens, on se sentait désemparés. Parce qu'on ne savait rien de cet ennemi, ni à quoi il ressemblait, ni d'où il devait nous attaquer. On connaissait les trafiquants et les contrebandiers, mais l'ennemi de classe... Les ordres ne précisaient pas quelle était son odeur, ni la forme de son empreinte. Que pouvait-on faire, nous les chiens? Obéir? Remarquez, on n'était à l'époque qu'une trentaine de chiens, et à peine 2000 bonshommes pour garder un terrain de 900 km de long. Alors c'est sûr, l'ennemi de classe dérangeait souvent la frontière. Il appelait ça choisir la liberté. Les conseillers en dressage soviétiques, fraîchement arrivés, n'étaient pas contents de ces résultats. Ils ont repris notre éducation à zéro. Il fallait repartir sur des bases nouvelles, scientifiques, en s'appuyant sur l'idéologie marxiste-léniniste. Fort de notre nouvel enseignement, nous avons repris la chasse à l'ennemi de classe. Le résultat ne s'est pas fait attendre. En 1950, nous avons arrêté et neutralisé plus de 1300 dérangeurs de frontières, dépassant ainsi les objectifs du plan de 220%. La bourgeoisie n'avait plus qu'à serrer les fesses. L'ambiance de franche camaraderie à la caserne rendait notre vie exaltante, pleine de romantisme révolutionnaire. Monter la garde pour assurer un sommeil paisible à tout notre peuple me renforçait dans la foi qu'avec nos maîtres chiens et leurs maîtres à eux, nous avions choisi la bonne voie pour un avenir meilleur. Nous étions bien placés pour voir la différence entre ce qui se passait chez nous et de l'autre côté, en Allemagne, où le dressage posait de sérieux problèmes d'obéissance et de discipline. Les Russes en ont eu marre de voir les gens passer n'importe comment et n'importe où, comme dans un poulailler. Alors pour y mettre bon ordre, ils ont dressé des barrières entre leurs Allemands à eux et ceux de l'Ouest. On pouvait tout de même se serrer la pince par-dessus les barbelés, mais le dimanche.
si on avait bien travaillé toute la semaine. Ce problème à peine résolu, des troubles éclatèrent à Berlin, toujours à cause des gens qui ne respectaient aucun règlement. Voilà que les Allemands des deux côtés, un peuple si discipliné d'ordinaire, se sont mis à se battre comme des chiens. Alors les Russes ont fermé la frontière en disant « Vous allez devenir bien sages quand vous n'aurez rien à manger ». Colère des Américains. Blanc, ils ont envoyé des avions. Ils ont balancé dans leur secteur de la ville la farine, le sucre, les cacahuètes, les médicaments, tout ce qu'il fallait à leurs Berlinois pour survivre. Et quand l'hiver est arrivé, ils ont chargé leurs avions tout beaux, tout blancs, de charbon, comme de vulgaires wagons. Et leurs Allemands, à Berlin, tenaient le coup. Au bout de 322 jours, les Russes ont craqué, arrêtant le blocus qui n'avait servi à rien. Nous, les chiens et les gardes tchécoslovaques, nous avons suivi et observé attentivement toute cette affaire par-delà notre frontière. À première vue, c'était des histoires entre Allemands, mais en réalité, c'est entre les Américains et les Russes que ça pouvait se gâter à tout moment. Il suffisait d'un rien. Et alors là, on aurait été aux premières loges. D'ailleurs, les Américains qui le savaient n'arrêtaient pas de patrouiller autour de notre frontière en mâchant du chewing-gum. Si c'est pas de la provocation, fallait pas nous prendre trop pour des naïfs, car nous étions conscients que cette frontière pouvait devenir à tout moment la ligne de front d'une nouvelle guerre mondiale. Et ce n'était pas la signature en avril 1949 du nouveau pacte atlantique, dominé par les Américains avec leurs bombes atomiques, qui pouvait nous faire changer d'avis et nous faire baisser la garde. De simples gardes-frontières, nous voilà promus avant-garde du grand camp du socialisme et de la paix. Tout à fait franchement, comme la plupart des adolescents, j'essayais de suivre l'enseignement sans trop me fatiguer et ne participer que par obligation à des réunions politiques. Vous comprenez, je me considérais comme un chien sans parti. Oui. Mais le travail patient de nos maîtres, leurs explications, et pourquoi le cacher, leur fermeté, ont fait réfléchir même les plus tièdes d'entre nous pour nous amener à choisir ouvertement leur voie. Entraîné par la foule en liesse, conscient désormais de mon devoir politique, j'ai résolu spontanément de m'engager du côté des jeunesses communistes. Cela m'a ouvert les yeux. À la frontière, je commençais à mieux flairer l'ennemi du peuple, l'adversaire de classe, que j'étais maintenant prêt à traquer comme mon père, comme tous les chiens frontières, au péril de ma vie. Hranice musí být neprodyšná. Mais l'ennemi de classe a su, lui aussi, évoluer, s'adapter à notre vigilance grandissante. À la place des individus sans défense, des femmes hurlant de terreur, nous rencontrions de plus en plus souvent des bandes organisées de fuyards. Ruch se stane.
neprošli. Nebáli se pozdvihnout zbraň proti našemu člověku. Takové jsou jejich metody. Metody teroru a násilí. Kazana. Byl to dobrý pomocník. Svým životem zachránil životy lidí. C'est au cours d'une de ces opérations que mon père est tombé au champ d'honneur des gardiens de la frontière et du socialisme. D'origine douanière mais devenu chien policier, il a rejoint les héros de la lutte contre l'ennemi. En 2 ans, 6 chiens, 38 gardes frontières ont payé de leur vie. Alors, tous ensemble, chiens et hommes, nous avons juré à nos camarades morts de continuer la lutte, de les venger. Nous en avons appelé directement au comité central de notre parti communiste. Lui non plus ne pouvait pas supporter de voir le pays se vider d'un nombre considérable de travailleurs qualifiés. Le parti nous a entendus et a ordonné de fermer hermétiquement la frontière. Conseillés par des camarades soviétiques, nous avons entrepris l'érection d'une triple barrière de barbelés, surveillée par des miradors. Pour nous, les chiens, ça facilitait le travail. Les humains, par contre, se sont vus confrontés à d'énormes difficultés. L'ouvrage demandait plus de 3300 tonnes de fils de fer barbelés. Et les clous, 6 tonnes de clous. Où les trouver? Le parti avait prévu le rideau de fer, mais pas les clous. Résultat, l'ennemi passait à côté, là où nous avons manqué de clous pour finir les barrières. Et cela a fait encore, rien qu'en 1951, plus de 2000 cas de dérangement de frontières réussis. Alors là, la coupe était pleine. Tout le monde était d'accord là-dessus, les chiens, les gardes-frontières et le comité central. Le 20 février 1952, le ministre de la Sécurité, un nommé Basilek, décide de finir de boucler la frontière avec des champs de mines. Mais il hésite. On lui annonce qu'avec les mines à fragmentation, ça coûterait 4 800 000 couronnes, tandis qu'avec des mines ordinaires, on pourrait baisser le prix à 2 600 000 couronnes. L'heure étant à l'économie, on a choisi les mines les moins chères. Remarquez, elles fonctionnaient tout à fait convenablement. J'ai pu le constater moi-même. Quand un sapeur maladroit s'est fait arracher une jambe qui s'est envolée par-dessus la frontière jusqu'en Allemagne. Malgré nos nombreuses démarches diplomatiques, les Allemands ne nous l'ont jamais rendue, la jambe. Là, l'ennemi de classe a été coincé et a dû changer de tactique. Il lui a fallu trouver de nouvelles combines, comme ce machiniste des chemins de fer tchèque, Konvalinac, qui tout simplement n'a pas arrêté sa locomotive à la gare frontière. Un brave gars, pas égoïste. Il avait auparavant invité 23 de ses copains à prendre cet aller simple pour l'autre côté du rideau de fer. Sind Sie mit Ihren Kollegen, mit Ihren 24 aus der Tschechoslowakei geflüchtet? Das war wegen politisches Terror bei uns. Können Sie für alle von dieser Gruppe sprechen? Sind alle wegen politischem Terror geflüchtet? Ja, alle. Alle? Sicher alle, ja. Wie sieht es denn drüben in der Tschechoslowakei aus? Gibt es dort einen inneren Widerstand? Ja, ist das möglich, weil bei uns sind sicher 80% gegen Regime schon. Parmi les émigrés passés à l'ouest,
bon nombre se faisaient recruter par les centrales de renseignement pour revenir chez nous semer la terreur et monter des filières d'évasion. Il fallait y mettre fin. Grâce à notre flair, nous arrivions non seulement à sentir les espions à distance, mais encore à identifier leur origine. Tenez, celui-là, c'est un Américain. Il sent le chewing-gum et le coca à plein nez. À coup sûr, c'est un agent du CIC. Les services secrets US. Stój! Nebo strzelim! Odhoď zbraň! En 1952, nos forces ont arrêté 687 passeurs et agents de renseignement avec la contribution active des chiens frontières. Alors, l'ennemi de classe commença à s'entasser dans les prisons. Là, je dois dire que les chiens gardiens de prison racontaient tout de même des choses bien singulières. Bon, quand on arrêtait, nous, un agent, un gars qui nous tirait dessus, on s'imaginait bien qu'on allait peut-être le bousculer un peu, lui poser quelques questions, qu'il pouvait malencontreusement perdre des dents, un œil ou autre chose encore. Et après, s'il était toujours vivant, il avait en gros le choix entre les mines d'uranium, la prison à vie ou la corde. Mais les petits jeunes qu'on arrêtait, qui voulaient juste voir du pays, on pensait qu'après une bonne raclée, on les renverrait chez papa-maman. Eh bien non. 2 ans, 50 tôles, comme des grands. Je dois dire aussi qu'un bon nombre de ces étourdis étaient pris avant même d'approcher la frontière. La police secrète connaissait bien son boulot. Il n'y avait rien à dire. Les suspects étaient démasqués, appréhendés avant même de savoir qu'ils allaient commettre un crime. Chiens et humains avaient donc intérêt à n'ouvrir la gueule que sur ordre. En 1951, notre gouvernement a décrété une nouvelle loi qui disait « Afin d'assurer la construction paisible du socialisme dans notre patrie, il est nécessaire de défendre efficacement nos frontières contre la pénétration de tous les ennemis du camp de la paix et du progrès. Par conséquent, la protection des frontières est une obligation pour chaque citoyen. » Mais les gens sont incorrigibles. Il y en a, vous leur expliquez les choses 20 fois, ils ne veulent pas comprendre. Alors que voulez-vous que fasse le comité central? Il avait tout essayé. Sauf de mettre du courant dans les barbelés. Remarquez, ce n'était pas par souci du bien-être d'autrui. C'est parce que l'électricité était hors de prix. Mais puisqu'il n'y avait pas d'autres moyens, nous, les chiens, ce qui nous inquiétait, c'était la puissance du courant utilisé. Car entre nous, on appréhendait des accidents de travail. Et pour cause, 4000 volts ils ont mis dans les barbelés.
Tout notre peuple était terrassé par le chagrin. Pour la classe ouvrière, les paysans et les travailleurs intellectuels, ce fut le jour le plus funeste. Ce 5 mars 1953, nous, membres des forces de sécurité, chiens garde-frontières, mobilisés pour l'occasion, nous avons juré aux camarades de Staline morts d'achever son œuvre, la victoire du socialisme et de la paix mondiale. Au besoin, les armes à la main. Puis est arrivé Nikita Khrouchtchev, qui aurait écrit un rapport secret dénonçant Staline comme un tyran sanguinaire. Khrouchtchev allait balayer toute cette porcherie, redonner confiance aux communistes et limoger les coupables des déviations de la justice socialiste. C'était le temps du dégel, que nos artistes saluaient comme le début d'une période nouvelle, plus libre. Je dois dire que nous, chiens et gardes-frontières, nous restions tout de même circonspects. D'accord, il fallait tirer les leçons du passé. Nous l'avons fait comme on nous l'avait demandé. D'une seule voix, nous avons condamné les crimes de Staline. Mais il ne fallait pas oublier que de l'autre côté de la frontière, les impérialistes anglo-américains, les colonialistes français, réarmaient maintenant les revanchards allemands pour jouer à la guerre lors des manœuvres du pacte atlantique. Les fauteurs de guerres occidentaux croyaient-ils vraiment que nous allions oublier tout le sang déjà versé pour la défense de notre frontière? Il ne pouvait pas en être question. Soutenus par l'ensemble des masses laborieuses, nos partis et nos gouvernements ont créé le pacte de Varsovie. Un bouclier invincible autour du camp socialiste. Tous les chiens, tous les soldats de l'Est sous le même commandement. Alors l'ennemi, voyant que toute aventure militaire serait vouée à l'échec, a sorti l'arme de la diversion idéologique. En Hongrie, des agents à sa solde ont provoqué des troubles contre le parti et l'Union soviétique. Il est vrai que là aussi, il y a eu des excès sous Staline. Mais les camarades hongrois l'ont reconnu, non? Alors que voulaient-ils de plus, tous ces jeunes d'origine petite bourgeoise sûrement? Il n'y avait qu'à voir leur costume. La liberté d'expression, l'abolition des frontières. Là, j'appelle ça pousser la déstalinisation un peu trop loin. Et quand les Hongrois se sont mis à brûler non seulement des livres, mais des organes de la police secrète, que croyez-vous que pouvaient faire les Soviétiques? Alors qu'on ne s'étonne pas que Khrouchtchev ait dû réagir, et énergiquement, pour ramener les Hongrois à la raison et sauver la paix mondiale. La frontière, une passoire. Les Hongrois fichaient le camp par dizaines de milliers. Chez nous, on n'en croyait pas nos oreilles. Les chiens hongrois étaient drôlement mal dressés pour abandonner ainsi le service. Comme leur maître, ils passaient chez l'ennemi, en Autriche, pactage compris. Heureusement, un mois plus tard, tout est rentré dans l'ordre. Et la frontière redevenue calme. Inutile de vous dire que pendant tous ces événements, on était en état d'alerte maximum. Imaginez, s'il vous plaît, ce qui serait arrivé si nous, les Tchèques, et les Polonais, et les Bulgares, on s'était mis aussi à manifester, à prendre les armes. Sincèrement, je n'aurais pas voulu être à la place de Khrouchtchev.
et encore moins à celles de ses généraux. Et à ceux que ça empêchait de dormir, qui en avaient des états d'âme, le parti a rappelé la vérité révolutionnaire. Soudruzi, nikdy nepochybujte. Když máte problémy, tak se podívejte, jak to řeší sovětští soudruzi. Tak se na to teď podíváme. Давайте рассмотрим службу поста наблюдения. Этот пограничный наряд назначается для наблюдения за участком государственной границы или определенными объектами с целью обнаружения нарушителей или признаков подготовки к нарушению границы, а также сбора других данных об обстановке. Контрольно-следовую полосу проверяйте самым тщательным образом. Помните, что нарушители, преодолевая ее, часто применяют всевозможные ухищрения. А умеете ли вы наблюдать? Посмотрите внимательно на этот участок местности. Кум! Рядовой Колпаков. Я. Что вы заметили? Ничего не заметил. Рядовой Воробьев. По кустарнику двигался человек в гражданской одежде. На склоне холма появился куст. Совершенно верно. Передвигался неизвестный Хороший наблюдатель тем и отличается, что он видит то, чего другие не замечают. Поэтому каждый из вас должен постоянно тренировать свою зрительную память. Запомните, где бы вы ни находились и что бы ни делали на границе, старайтесь наблюдать за всем и все замечать. Товарищи пограничники, неустанно повышайте свое пограничное мастерство. Настойчиво овладевайте новыми техническими средствами, применяемыми в охране границы. Правильно и умело организованное войсковое наблюдение за охраняемым участком, высокая бдительность пограничников при несении службы позволят обеспечить надежную охрану рубежей нашей великой Родины. Pas mal, le film des camarades soviétiques, même si, avec tout le respect, je le trouvais un peu académique. Il y manquait une alerte, la vraie vie, quoi. Entre 1955 et 1960, 3757 agents de centrale de renseignement ont encore été capturés sur notre frontière. L'ennemi impérialiste ne désarmait décidément pas, utilisant des armes de plus en plus sophistiquées, de plus en plus perfides, comme celle-ci. Armádní americká pistole P-38 číslo 20-0061. Speciální špionážní fotoaparát značky Minox. Ampulka s neznámou tekutinou, pravděpodobně jedem. Může to být i prostředek pro tajné písmo. Speciální oboustranný nůž k sebeobraně. Dolary mají sloužit k získávání podobných arcilotrů. Falešné doklady mají krýt jejich špinavé poslání. A zbraně, které jim američtí chlebodárci dávají na cestu, to je výzbroj pravých vrahů. Face à ce déferlement de technologie occidentale, nous avons été entraînés spécialement à reconnaître toutes sortes d'armes secrètes. Sedni. Tak je hodný. Tak je hodný. Pust. U aportování je zvláště důležitý systematický postup. Psovod musí přísně dodržovat jednotlivé fáze nácviku. Získání zájmu o předmět je jedním z nejdůležitějších úkolů psovoda, který právě u tohoto cviku
nesmí podceňovat ovladatelnost psa, aby v konečné fázi dosáhl toho, že pes radostně a rychle vyběhne pro hozený předmět. Bez váhání jej uchopí a opět rychle a nejkratším směrem se vrátí k psovodovi. Le voilà le maître mot de notre instruction, de notre vie. La joie. C'est dans la joie qu'il fallait exécuter les ordres et le travail. Na první pohled bylo zřejmé, že tu ke splnění úkolu nastoupil vzorný kolektiv, v němž každý jednotlivec má své místo a v němž se jeden může bezpečně spolehnout na druhého. Et pourtant, il y en avait toujours qui ne voulaient pas être heureux et qui cherchaient à fuir le paradis de la classe ouvrière que nous défendions pour eux. À partir de 1960, le camp socialiste était entièrement protégé, cerné par des barbelés et des moyens de détection et de signalisation perfectionnés. Malheureusement, dans ce dispositif ingénieux, il restait une faille. Berlin. Figurez-vous que dans cette ville, en 1961 encore, on pouvait passer d'un côté à l'autre comme dans du beurre. 3 millions de transfuges depuis la fin de la guerre, 10 000 par semaine pendant l'été 1961. Alors que voulez-vous? Le parti allemand a dû prendre des mesures, certes impopulaires, mais qu'il ne pouvait pas objectivement éviter. Sinon, il n'y aurait plus eu assez d'Allemands à l'Est pour faire une belote. Kolikrát už jsme s kamerou a magnetofonem čekali na skutečný poplach, na příběh, který si vymyslel sám život. Ale tentokrát... Et voilà le résultat du travail à Berlin. Une frontière en béton que personne ne passe. Et des Allemands de l'Est qui se mettent en tête de franchir la nôtre pour rejoindre l'Ouest à travers notre territoire. Mais qu'est-ce qu'ils croyaient? Qu'ils étaient les seuls à savoir garder une frontière? Qu'on n'était pas, nous, assez évolués, assez organisés peut-être? Bon, d'accord, les bergers allemands, ça fait partie de leur patrimoine. Mais ils n'imaginaient tout de même pas se trouver chez nous face à des caniches. À propos, il faut dire que ce jour-là, les petits gars de la télévision d'État ont eu une sacrée veine. Quand on a la chance de pouvoir filmer en direct une vraie tentative de dérangement de frontières, pas besoin de truquer, pas vrai? Je vám známo, že jste byl zadržen příslušníky pohraniční stráže při pokusu o ilegální přechod? Nein. Nein. Dans les années 60, le parti a lancé une vaste offensive d'éducation idéologique. Il fallait en effet reprendre en main des artistes et des intellectuels qui commençaient à s'agiter.
Puis, le monde a commencé à marcher sur la tête. À la télévision, on a vu soudain des choses insensées, comme ce nouveau premier secrétaire du parti, Douchek, qu'on voyait partout sourire aux lèvres, se promener tranquillement au milieu de la population. Mais ce n'était qu'un début. Imaginez ce que peut ressentir un garde-frontière en voyant tomber des rangées de barbelés qu'on avait mis tant d'années à édifier. Les ordres qu'on recevait n'avaient aucun sens. Ouvrir les barrières, laisser passer tout citoyen qui se présentait. Quand on a libéré les derniers prisonniers politiques, on a compris que les humains étaient saisis par un démon, celui de la liberté. Ça vous étonne qu'on ait voulu aussi en profiter? Cela a commencé en douceur par des discussions entre camarades. Et puis il y en a un qui s'est mis en tête de créer un club d'opinion, un autre un parti politique, un troisième un journal. À la fin, on se croyait tout permis. Et on a fini par oublier qu'on n'avait pas seulement un grand frère, l'Union soviétique, mais aussi un tuteur implacable qui n'aimait ni le désordre ni les trublions. La leçon a été rude et le réveil, ce 21 août 1968, brutal. C'est que l'espace d'un printemps, nous nous étions vraiment pris pour des animaux en liberté. Puis est venu le temps de la normalisation et des séances d'autocritique. Et que pensez-vous du glorieux parti soviétique? Et à quel mouvement avez-vous adhéré pendant la période contre-révolutionnaire? Qui de votre famille a émigré à l'Ouest? Et qu'est-ce qu'il y fait? Et tenez, pour la bonne forme, voulez-vous nous signer ce papier? Comme quoi vous approuvez spontanément l'aide fraternelle des armées du pacte de Varsovie? Voilà, c'est bien. Gentil le chien, gentil. Hraničáři, hrdost národa, naše hlavy tvrdé jako žula, jako kdyby opevněná hradba byla kolem země naší, kdo nikdo nenaruší. Věrný pes, náš symbol jest, jako našich předků zvěst. Do poslední kapky krve dnes ji ubráníme před nepřítelem. Hory, naše hory, kdyby vás nebylo, postavit vás bychom museli jako ochranný štít před vetřelcem vlasti naší v srdci Evropy. Après la défaite de la contre-révolution avec ses excès, la frontière a été refaite à neuf. Le parti nous a dotés des derniers perfectionnements techniques et a tout fait pour nous rendre la vie plus agréable. Na domažlické radnici spojuje svůj život další mladá dvojice. Vstupuje do velké rodiny hraničářů, která na pomezí své vlasti žije a pracuje, uskutečňuje své naděje a tužby. Mnozí přišli jako příslušníci pohraniční stráže, aby splnili svoji vlasteneckou povinnost a zůstali natrvalo. Svatba jednoho z nich je vždycky záležitostí všech. Quelle était douce notre vie pendant la période de la normalisation. Pourtant, tous n'arrivaient pas à oublier le socialisme à visage humain, la période romantique du printemps de Prague. C'était comme un amour de jeunesse fou avant le mariage de raison.
À la frontière, on n'oubliait pas la guerre technologique avec l'Ouest. Les capitalistes n'étaient pas les seuls à avoir des gadgets, des puces électroniques. Tiens, avez-vous entendu parler du nom de code CACA? Cela voulait dire chien d'attaque en corridor autonome. Seuls les meilleurs athlètes parmi nous ont eu droit à l'enseignement qui faisait d'eux l'arme fatale contre les dérangeurs de frontières. Et je ne vous dis pas l'état dans lequel était l'ennemi quand le chien frontière était volontairement affamé. La surveillance des frontières donnait lieu à une saine émulation entre les pays frères. Les Allemands de l'Est, par exemple. Leurs chiens étaient tristes, sans fantaisie, travaillant toujours attachés. Mais ils faisaient du solide, du béton partout. Rien qu'à voir ça, on sentait les différences de culture. Le mur allemand était fait pour des siècles. Une autre spécialité faisait la fierté des Allemands. Les appareils de tir automatique SM-70. Ça vous balançait de ces balles doum-doum pile dans la direction de l'imprudent. En 1980, ce petit bijou de la technologie de l'Est avait à son compte déjà plusieurs centaines de victimes. Nous, chiens et gardes-frontières tchèques, on ne faisait pas aussi solide. Mais on avait des idées. Et pour cause, nombre d'entre nous avaient son diplôme. Na fakultě ochrany státních hranic Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti se připravují pro své velitelské povolání mladí důstojníci pohraniční stráže. Získávají školské vzdělání, morálně politické znalosti pro výchovu svých budoucích podřízených a potřebnou speciální přípravu pro odborné funkce. Qu'on ne me dise pas que l'on ne vivait pas bien dans les pays socialistes dans les années 80, surtout dans l'armée et dans la police. Le parti l'a bien compris. Le temps où les chiens et les communistes se sacrifiaient dans l'inconfort et les privations était révolu. Nous allions vaincre nos adversaires idéologiques avec leurs propres armes. O vysoké životní úrovni svědčí také postavení Československa ve světě ve spotřebě základních potravin. Spotřeba obilí na jednoho obyvatele ročně nás staví na první místo ve světě. Ve spotřebě masa jsme na 3. místě před Rakouskem, Německou spolkovou republikou a Itálií. Tout de même, nous les chiens, on n'est pas fait pareil que les humains. Là où un chien serait heureux comme un pacha, l'homme râle, rouspète. Il lui manque toujours quelque chose. On a beau lui offrir les meilleures saucisses au monde, il ne tient pas en place. Il veut voir ailleurs, chez le voisin. Comme ce chauffeur mal avisé qui a cru nous faire peur avec son camion. Ou encore ces écervelés qui avaient pris en otage un car scolaire, croyant naïvement qu'on hésiterait à tirer dans le tas. Comme vous voyez, en ce temps-là, ceux qui voulaient partir étaient des aventuriers, des ennemis idéologiques prêts à tout. Lenziko, co se ti stalo?
Růžičku. Je suis resté longtemps dans le coma. La balle a dû toucher mon cerveau. Quand je faisais des cauchemars, peuplés de personnages surnaturels. Entre la vie et la mort, j'hallucinais. On démolissait ma frontière. Arrêtez. Arrêtez, il ne faut pas déminer cette zone. Sinon, ils vont tous passer par là. À l'aide. Des renforts. Les chiens hongrois, ne laissez pas partir tous ces Allemands de l'Est. Vous savez bien qu'ils ne reviendront jamais. Où sont les maîtres chiens? À moi, les gardes-frontières. Alerte générale. L'ennemi nous attaque de partout. Il veut démolir le mur de Berlin. Les gardes, arrêtez ce traître. Cet émigré soviétique qui fait de la provocation. Où êtes-vous, camarades? Chien allemand. Je n'en peux plus, mon Dieu. Fais que ce cauchemar s'arrête. Voilà les dissidents. Les criminels à peine sortis des prisons. Mais ne les laissez pas faire. Puis j'ai repris connaissance. J'ai compris que ce n'était pas un cauchemar. Que ce n'était pas un rêve. Longtemps après, j'ai retrouvé ma caserne, en ruine. Où sont-ils tous partis? Vladimir, Joseph, Nikita, Léonide. Où êtes-vous, mes maîtres, qui m'avaient tout appris, qui me laissaient là maintenant tout seul avec mes souvenirs, tout seul avec ma vie? Moi, héros de la frontière,